organisé par Jacques Rigaud Ouais. en 2019. La dernière fois, je l'ai vu en février 2019. Voilà. Alors, tu vois, moi, c'est une chose qui manquera à ma carrière. Je ne l'ai pas rencontré, malheureusement. J'ai pas eu ce plaisir. Grand personnage, un grand monsieur du goût. Ouais, ben tu sais qu'on avait projeté avec Gabriel d'aller le voir. Puis avec le Covid, tout ça, c'est un peu tombé à l'eau. Donc voilà, on fait avec comme ça, voilà. Ouais. Donc, mais c'est vrai que la nouvelle m'a profondément attristé parce que c'était quand même enfin, il faut se remettre dans le sujet aussi, c'est que salut Dominique. C'est quelqu'un qui a été précurseur dans les années 50, 60. C'est quelqu'un qui a vraiment énormément amené au niveau de tout ça, quoi. Enfin, c'est assez impressionnant qu'on ait. Il faut relire Jacques Puzel, il faut le relire. Ouais. Jamais d'actualité. Ah, il y a Gabriel qui est en train d'arriver. Super. Salut Gabriel. Attends, je regarde. Hop. Écoute, tout le monde, on est 60 là déjà, tu vois, donc ça commence à arriver. Encore quelques petites minutes et puis on va commencer à. Tu as un jingle, non? Non. Le jingle, c'est le. Ah, Ah, le jingle, ouais. j'ai le même. Ah ouais. Qu'est-ce que tu bois? Alors, c'est un vin que j'aime beaucoup en ce moment. C'est Château des Jacques de la maison Jadot. Ouais. Et c'est trouvé un vent en 2016. 2016. Et c'est Jacques Lardière, son dernier millésime, c'était quoi? C'était 14, 15, 16, je sais plus. Je me souviens plus. Je crois que c'est 14. C'est 14, ouais, c'est ça, ouais. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ah, t'es là, Gabriel? Bonsoir Cyril. Bonsoir Franck. Ah, attends, je te vois pas. Tu me cherches? Il est au milieu là. Ouais, je me doute bien. Ouais, mais attends. Ouais. J'ai eu tes nouvelles par Jackie, Gabriel. Il t'a envoyé une proposition de conférence. D'où il y a une conférence aussi, je crois, sur la texture du vin et par un Américain, je ne sais plus le nom. Ça te dit quelque chose? Ouais, il faut que tu regardes. Cyril, donc c'est un Master of Wine américano-britannique qui s'appelle Nick Jackson, qui a écrit un livre super qui s'appelle Beyond Flavor, au-delà des arômes, qui a une approche sur la texture qui est presque trop technique, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qu'il a développé pour lui-même, pour réussir le concours de Master of Wine. C'est un ouvrage. On t'entend pas très bien, Gabriel. Tu dois avoir un petit problème de connexion. Ouais, change peut-être de réseau. Ouais. Tu es la guest star de ce soir. Hein. Excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. J'interviens juste 30 secondes pour. Est-ce que vous pouvez rappeler le nom du livre, s'il vous plaît? Beyond Flavor. Je vais le mettre dans le chat. Au-delà des arômes. Ça n'a pas été traduit en français. Hein. L'auteur s'appelle Nick Jackson. Merci beaucoup. Beyond the Flavors. Beyond the Flavors. Je l'ai mis dans le chat, ouais. J'arrête ma vidéo et puis je laisse la scène surtout à Cyril avec qui tu. Oui, ça marche. Non, parce que j'ai demandé à Gabriel de venir me prêter main forte parce qu'il y a il y a une personne qui m'a envoyé des questions toucher du vin. Alors je me suis dit je peux répondre, mais il y avait des questions de chimie très fortes, donc je me suis dit Gabriel a eu la gentillesse de passer quelques minutes avec nous pour nous donner son éclaircissement scientifique, voilà. Bon, écoutez, je vous propose qu'on va attendre encore 2-3 minutes. Ah, je ne sais pas qui c'est qu'elle est.
Enfin, peut-être Hop. couper les... Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Hop. Ouais. Je suis en train de couper les micros. Ouais. Hop. Pour éviter le larcène. Ouais, on va encore quelques petites minutes et puis on va attendre. Je vais vous mettre le programme en attendant des prochains webinars. Hop là. Alors, je ne sais pas si tout le monde voit. Ouais, c'est bon. Donc le 14 janvier, nous aurons un très très beau webinaire avec Romain Iltis, un collègue donc meilleur sommelier de France. Donc ce sera l'Alsace dans les yeux d'un meilleur sommelier de France, puisqu'il est chef sommelier au restaurant René Lalique 2 étoiles Michelin, donc dans le nord de l'Alsace. Donc il est au comité de la revue des vins de France, comité de dégustation. Le 26 janvier, on aura une très très belle intervention de Bruno Cugnou, avec une question qui nous fera traverser les âges avec pourquoi le vin est si mystique. Donc Bruno est chevalier de l'ordre du mérite agricole et caviste renommé et grand militant des vins bio et biodynamie depuis très longtemps. Le 11 février, on aura une magnifique présentation de la Loire à travers les yeux de Thierry Germain, domaine des Roches-Neuves, donc un domaine. Voilà, Thierry est un fils de Bordelais, hein, voilà, Châteauillon-Figeac, installé à Saumur en 1988, et voilà, il a vraiment fait évoluer ses vins et il nous partagera sa passion à travers ce qu'il a pu faire. Et on poursuivra ensuite le 25 février avec un webinaire qu'on avait été obligé de reporter, qui va être donc la vue de l'appellation Condrieu avec Christine et Emma Vernet, donc les descendants du domaine Georges Vernet. Georges Vernet qui a sauvé l'appellation, cette magnifique appellation dans les années 50-60. Et le 9 mars, donc on sortira du monde du vin puisqu'on ira dans le monde des huiles essentielles. Et je vous présenterai Christian Escriva qui est auteur d'un magnifique livre qui s'appelle Rencontrer les plantes. Et il est distillateur d'huile essentielle en Provence, en biodynamie. Et voilà, on travaillera sur ce qu'il appelle l'âme des senteurs. Donc voilà, la différence entre le senteur et le parfum. Ça devrait être sympa. Voilà. On va revenir dans le présent tout de suite et je vais passer la parole à Cyril, tout simplement pour que tu te présentes. Cyril, écoute, bienvenue à ces webinaires de la Revue des Vins de France. On est hyper content de t'accueillir. Merci de ta confiance et puis tu as plein de choses à nous raconter sur l'étoffe du satin, du velours, la vibration sensuelle. On connaît le satin et les dentelles dans un cadre plus personnel en général, mais là on va le regarder dans le cadre du vin pour être plus sérieux. Je te laisse la parole, Cyril. Pour me présenter de manière assez courte, hein, donc je suis donc Cyril Tota et j'ai fait des études d'œnologie au départ. Hein, donc j'étais destiné à devenir œnologue. Donc j'ai fait ces études-là à Dijon, hein, donc à l'université de Bourgogne. Et puis j'ai deux passions dans la vie. Donc ma première passion c'est le vin et puis la deuxième c'est la musique. J'ai bifurqué ensuite sur la musique. Je suis devenu professeur de musique. Je suis toujours professeur de musique aujourd'hui. Mais bien évidemment, en parallèle, j'ai mené deux carrières. Et j'ai mené donc une carrière aussi dans le vin. Dans un premier temps, de manière très amateur, en suivant des ateliers de dégustation. Mais j'ai eu la chance d'avoir un professeur émérite, quelqu'un qui m'a vraiment, qui a été en quelque sorte mon mentor. En l'occurrence, Jackie Rigaud. Hein. Donc, Jackie Rigaud, je crois que vous l'avez accueilli dans un webinaire précédent. Oui, on a accueilli Jackie il y a à peu près un mois et demi maintenant, justement sur l'histoire de la dégustation géosensorielle. Ouais, tout à fait. Et donc, j'ai commencé à déguster comme on dit, des bonnes quilles, des très très bonnes quilles, à connaître des grands vignerons, à m'intéresser à ce qu'il appelle les vins de lieu, et puis à essayer progressivement de comprendre le lien qu'il y avait entre le lieu et le lieu d'un côté, et puis de l'autre, le produit, le vin. Donc d'essayer de faire ce lien.
et de donner un sens au descripteur géosensoriel. Donc, bien sûr, j'ai été initié en fait à la méthode de dégustation géosensorielle. J'ai mis du temps à rentrer dans cette méthode parce que il faut déjà désapprendre. On nous a appris l'analyse sensorielle traditionnelle. On nous a d'abord appris à regarder, ensuite à sentir, ensuite à goûter. Voilà. Et puis il a fallu que j'apprenne à donner le minimum d'informations à mon cerveau. Gabriel Lepouzel, ici présent, pourra en parler mieux que moi. Mais en tout cas, cet apport des neurosciences fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus déguster de la même façon qu'avant. Et il faut inventer une nouvelle méthode. Est-ce que c'est la méthode de dégustation géosensorielle la bonne? Je ne pense pas, stricto sensu. Je pense qu'en fait, c'est trois méthodes pour moi qui sont complémentaires. On en parlera peut-être tout à l'heure, parce que là, je suis déjà en train de rentrer dans le vif du sujet et je n'ai pas fini de présenter en fait. Oui. Quand je vais finir de me présenter quand même. Donc après, j'ai passé 2 DU à l'Institut universitaire de la Vigne et du Vin, dont un qui s'appelle Pratique de la dégustation par la connaissance des terroirs. Et là, je me suis aperçu de l'importance pour faire ce lien entre le lieu et le produit, le vin, l'importance de connaître les lieux, l'importance d'aller sur le terrain, de rencontrer les vignerons, de s'intéresser à la vinification, de s'intéresser à leurs pratiques. Donc tout ça, ça a été un apprentissage. Et puis, en 2012, j'ai créé en fait l'étoffe des terroirs. Alors, l'étoffe des terroirs, au départ, c'est des clubs de dégustation entre amis avec des expériences géosensorielles, donc à partir des descripteurs géosensoriels. Donc, au départ, on était un groupe d'amis, on a fait ça, on était à peu près une quinzaine. Et puis, très, très vite, on s'est aperçu que finalement, en développant cette méthode-là, en l'opérationnalisant en quelque sorte, et ben, ça permettait aux gens de comprendre, de parler mieux du vin, et puis de parler le même langage, et puis de comprendre mieux ce lien justement qui existe entre le lieu et le vin. Et donc, de là, de l'étoffe des terroirs, en fait, est né ce projet du toucher du vin. C'est en fait l'étoffe des terroirs. Le déclic pour moi, ça a été quand Jackie m'a dit voilà, pour moi, la texture du vin, c'est son étoffe. Donc, la texture du vin, c'est son étoffe. Et moi, je l'ai pris au sens vraiment premier. Donc, ça voulait dire que finalement, peut-être, je dis bien, par le toucher de main, par la main, par la sensation tactile, la dimension kinesthésique, on pourrait expliquer, on pourrait aider à la verbalisation du ressenti, on pourrait décrire les sensations tactiles en bouche. Et donc, j'ai commencé à travailler là-dessus. Il y a 8 ans, j'ai été rejoint par toute mon équipe d'étoffe des terroirs. J'en profite pour saluer, il doit y avoir un monsieur qui s'appelle Patrice Benoît qui doit être dans le lot, je ne sais pas s'il y est, mais Patrice est un des concepteurs avec moi, il a développé donc, ce projet. Donc on a fait beaucoup d'expériences ensemble sur cet outil, du toucher du vin. Et donc on a testé auprès d'un panel d'à peu près 1000 personnes, hein, c'est énorme, hein, on a fait plein d'ateliers. Donc tu as finalisé à peu près ton outil dont on va parler en profondeur tout à l'heure il y a 7-8 ans et ensuite, donc c'est ce que tu nous expliques, tu l'as à peu près testé à peu près sur 1000 personnes, c'est ça, hein? C'est ça, mais on a fait une expérience, donc on a fait une expérience scientifique avec donc Jordi Ballester qui s'intéresse à la texture du vin à l'Institut universitaire de la vigne et du vin à Dijon. Et donc, on a fait une expérience avec un panel d'une cinquantaine de personnes. Et je vais en parler tout à l'heure, mais juste, c'est suite à cette expérience où on a montré qu'il y avait une concordance, qu'il y avait vraiment une concordance significative entre le choix d'une texture, l'appréciation qu'on peut avoir du vin et les adjectifs qu'on choisit pour décrire ce vin. Quand on a montré qu'il y avait adéquation et qu'on a réussi à avoir un modèle qui était significatif à 75%, ce qui est déjà très très bien, hein, et bien on s'est dit que finalement on était vraiment dans le vrai, quoi. Et donc il fallait poursuivre et qu'il fallait mener d'autres expérimentations et surtout qu'il fallait concrétiser l'outil. D'où on a sorti cet outil que je vais vous montrer maintenant, qui s'appelle donc le toucher du vin, qui se présente sous la forme d'un tout simplement comme le nez du vin, sauf qu'à l'intérieur, ce n'est pas des petites fioles, c'est tout simplement un kit d'étoffe. On en parlera tout à l'heure. Là, ça a été finalisé en
en 2018, c'est tout récent, hein, en 2018. Voilà. Donc on l'a sorti en 1000 exemplaires dans un premier temps. Et puis là, on est en train de faire une version 2. On est actuellement en train de travailler avec une version 2 dont je parlerai tout à l'heure. Voilà. D'accord. Donc le toucher du vin, c'est vraiment notre projet prioritaire à l'étoffe des terroirs. On essaye vraiment de démocratiser l'accès aux grands vins en permettant aux gens de déguster des grands vins. Et finalement, on s'aperçoit que dans ces grands vins, on a toujours les mêmes caractéristiques tactiles en bouche. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un grand vin pour toi, puisque tu en parles? Alors, bien sûr, c'est une bonne question et on n'aura pas tous la même définition, et heureusement, parce que le grand vin, avant toute chose, bah, c'est le vin qui nous donne plein d'émotions à nous. Et forcément, le grand vin pour moi, ce ne sera pas le grand vin pour toi, Franck. On ne sera peut-être pas d'accord là-dessus. Parce que forcément, on a tous des goûts différents. Et quand je dis goûts différents, je ne le prends pas au sens premier, je le prends au sens large. Donc, on a tous des goûts différents. Il y a des gens qui apprécient plus les vins avec qui sont plutôt sur la finesse, sur l'élégance. Il y en a d'autres qui préfèrent avoir de la puissance, qui préfèrent avoir quelque chose de plutôt épais. Voilà. Donc, le grand vin, c'est celui qui va me procurer à moi une émotion telle que je vais me dire, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tout est là, la consistance est parfaite, il y a une grande matière, et c'est long en bouche, c'est persistant aromatiquement, ça ne me lâche plus, j'ai pas envie de me brosser les dents pour aller me coucher le soir. Voilà. C'est ça le grand vin. Après une dégustation, tu te brosses les dents? Ça Ça dépend quoi, hein. J'ai une petite question pour toi. Voilà, donc on a un petit peu compris un petit peu voilà, ton approche, puisque tu m'as l'air quand même d'avoir développé des qualités artistiques fortes, puisque tu es professeur de musique, donc tu as une sensibilité automatiquement forte au niveau artistique et au niveau ressenti. Moi, j'avais envie de te poser finalement la question, c'est quoi le lien entre l'outil dans lequel on va rentrer dans quelques instants, le terroir et le toucher de bouche. Finalement, le toucher de bouche et le terroir, c'est quoi le lien? C'est quoi le lien pour toi? Alors, je pense qu'il faut avoir testé déjà l'outil pour faire ce lien de manière tout à fait logique. Mais en gros, Peut-être juste de façon conceptuelle, quoi, juste avant de parler de l'outil. de manière conceptuelle, on a plusieurs niveaux d'utilisation d'outils. Et le premier objectif de cet outil, c'est avant toute chose de permettre aux gens de décrire facilement la texture d'un vin sans forcément utiliser des mots. Parce que vous savez comme moi, et on y reviendra tout à l'heure, on a toujours des problèmes avec les mots et avec la sémantique. Et ça, j'ai encore vérifié en lisant les questions que tu m'as fait passer, Franck. Donc, on a un premier niveau d'utilisation d'outils qui permet en fait à tout le monde, et je dis bien à tout le monde, sur tous les vins, de décrire ces sensations tactiles en bouche, en s'aidant de la dimension kinesthésique de la main. Vous l'avez bien compris en touchant des étoffes. On verra tout à l'heure que ce n'est pas n'importe quelles étoffes, qu'on a fait plein de tests et qu'en fait on en a retenu 8. Et donc, ça, c'est le premier niveau d'utilisation d'outils. C'est de permettre à tout le monde finalement de parler de la texture d'un vin facilement sans forcément utiliser des mots. Et la deuxième chose, après, c'est quand on est vraiment avec l'outil, familiarisé à l'outil, en fait, on va progressivement, l'outil va nous permettre progressivement d'hiérarchiser la qualité des vins. Donc, on va s'apercevoir qu'un grand vin exceptionnel, un vin de lieu, eh bien, il a toujours c'est toujours les mêmes étoffes qu'on choisit. On choisit toujours la soie, le velours. Pour les vins de plaisir immédiat, on va choisir plutôt le tulle parce que c'est peu consistant, c'est simple, c'est léger. Donc voilà, on va faire cette différenciation petit à petit. On va hiérarchiser la qualité des vins. Et après, je dirais que en fait, finalement, un des principes de fonctionnement de l'outil avant de rentrer dedans dans sa découverte, c'est toujours la notion d'analogie. Hein. Exactement, exactement. Et donc, on va, en fait, en quelque sorte, si on identifie les grands vins, on va identifier ce qu'on appelle les vins de lieu, c'est-à-dire les vins où le lieu est important
avec le fameux goût du lieu dont parle souvent Jackie. Et l'étape suivante, en fait, c'est l'étape expert. Et là, il faut avoir l'habitude d'utiliser l'outil. Patrice me confirmerait, il faut 4 ans, à peu près 4 ans d'utilisation d'outils de manière régulière. L'étape suivante, elle est intéressante parce qu'en fait, en utilisant les autres descripteurs géosensoriels, on va essayer de faire le lien entre le lieu et le vin qu'on déguste. Et là, il va falloir bien sûr avoir la connaissance des lieux et de la spécificité des lieux. Et ce qui semblerait se dégager, hein, mais là on est dessus, on est en train de travailler dessus en ce moment, c'est que par exemple, en ce qui concerne la géologie, il y aurait des combinaisons tactiles choisies pour un type de sol donné. Je donne un exemple, l'argilo-calcaire serait associé de manière assez systématique aux étoffes 1, 5 et 8, puisqu'on numérote nos étoffes. Et 1, ça correspond à la soie naturelle, 5, c'est le taffetas, et 8, ça correspond au satin. Voilà. Donc, en fait, voilà, progressif. Plus on est expert, plus on va être consensuel dans notre analyse des textures, et plus on va se rapprocher finalement du terroir et sa compréhension, puisque on va, alors à condition bien sûr, bien évidemment, qu'on connaisse les lieux, puisque pour pouvoir reconnaître, il faut connaître. Alors, j'ai une petite question de Dominique qui dit en dégustation géosensorielle, alors après, nous, c'est un petit peu les pratiques qu'on transmet suite à ce que nous a dit Jackie et Jean-Michel Dice, par exemple, et puis à ce qu'on avait fait avec Gabriel. Il y a cette notion, est-ce que finalement, bon, le toucher de bouche, c'est intéressant, l'étoffe des terroirs également, mais est-ce que c'est pas aussi complémentaire de toucher la roche directement? Alors justement, les premiers outils qui ont été utilisés, les expériences de Jordi Ballastar, les premières, c'était ça. C'est-à-dire qu'en fait, on touchait tout type de matière. Donc, on n'était pas simplement sur des matières textiles. Et nous, notre pari, c'était de dire, on peut peut-être se passer de ça et on peut peut-être quand même pouvoir parler de minéralité simplement en touchant des étoffes. On n'est pas obligé de toucher une roche pour parler de minéralité. Les outils qui existent aujourd'hui, qu'on voit, les tonneaux, où vous mettez la main dedans, la plupart du temps, vous avez effectivement des étoffes qui correspondent à des sensations liées au tanin bien spécifiques. Et puis, vous avez aussi des choses qui sont, pour moi, assez grossières. C'est-à-dire qu'on va mettre une roche, et puis, bien évidemment, si on touche la roche, on a ce côté minéral, voilà, dont peut-être qu'on parlera tout à l'heure. L'idée, c'est que là, vraiment, avec 8 étoffes, on puisse vraiment faire ce tour, on puisse parler de tout, en fait. On puisse parler de toutes les sensations tactiles qu'on peut ressentir. Après, les dimensions sous-jacentes liées à tout ça, tu l'as dit, on est dans la sensation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent les mêmes sensations. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il y a des constants. Mais on reste sur quelque chose qui est quand même de l'ordre du ressenti au départ. Voilà, on n'a pas forcément les dimensions sous-jacentes qui sont dessous. Mais et dans le ressenti, il y a toujours une dimension d'interprétation perso. Absolument. Donc, il y a une interprétation perso. Là, ce qui est intéressant, c'est quand vous faites le test avec, si on avait fait le test ce soir avec toutes les personnes présentes ici, on se sera aperçu que finalement, si on dégustait le même vin au même moment et qu'on faisait la même expérience et que je vous demandais de choisir 2 étoffes, eh bien, on aurait significativement 2 étoffes qui ressortiraient du lot. Et c'est d'autant plus vrai, ça, bien évidemment, mais ça paraît logique, qu'on est bon dégustateur, qu'on a l'habitude de déguster. Donc, avec les débutants, plus on est avec des débutants, déjà, avec les débutants, on n'utilisera pas 8 étoffes, on n'en utilisera que 4. Pourquoi alors, 4 étoffes et sont numérotées. Ces étoffes, je ne sais pas si vous les voyez, vous voyez le petit kit là. Hein, donc, sur ce petit kit qu'on peut tenir avec le doigt, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut faire ça. Attends, toi, ta caméra n'est pas super bonne. Je vais essayer de le passer sur la mienne, juste pour le montrer. Hop, voilà, je pense, voilà. Donc vous avez un porte-clés comme ça, hop, avec les différentes étoffes et les numéros. En même temps, souvent. Voilà, je passe là, vous devez. Je repasse la parole, pardon, vas-y. Non, mais voilà, c'est bien aussi parce que. Hop, voilà, pardon, une personne qui avait rallumé son micro. Vas-y, Cyril. Donc oui,
là, on est bien en géosensoriel. Je voulais juste insister là-dessus, sur le fait qu'on est bien en géosensoriel, parce que si vous regardez bien, on essaye de donner le minimum d'informations visuelles à la personne qui va faire l'expérience et qui va donc devoir se concentrer sur un sens qu'en fait, on n'utilise pas en dégustation et dont on parle très peu en dégustation. Parce que, Alors, juste peut-être une précision, Cyril. Le toucher de bouche, c'est quoi ta définition du toucher de bouche? Et puis après, je demanderai peut-être à Gabriel de compléter avec son point de vue scientifique. Ça peut être intéressant. Ouais. alors, déjà, je trouve que c'est un peu aberrant de parler de toucher de bouche. Parce que toucher, ça suffit. Pourquoi? Parce que c'est forcément en bouche. Première chose. Hein. Donc, moi, je préfère parler de concept de toucher. Et après, je fais le lien entre le toucher en main et le toucher en bouche. Et ce que j'ai réussi à montrer, c'est pas plus compliqué que ça, c'est que le toucher en main permet de décrire les sensations tactiles, donc ce qu'on ressent en bouche, puisque on va donc parler de texture. La texture, pour moi, c'est l'ensemble des sensations tactiles qu'on ressent. Donc, on est bien de l'ordre du toucher. Et quand je parle du toucher, je parle donc de… Là, je vais employer un gros mot, la somesthésie. Hein. La somesthésie, à savoir que je suis sur le sens du toucher. Il faut que tu traduises là. Parce que… Va m'intéresser, c'est le système trigéminal, donc c'est pas le système gustatif, et justement on fait toujours, c'est un peu ça le problème, c'est que les perceptions en bouche, elles peuvent être gustatives et elles peuvent être tactiles. C'est deux choses différentes, parce que si c'est des perceptions qui sont gustatives, on parle là de la perception des saveurs. Et donc là, on va parler d'organes récepteurs, les bourgeons gustatifs de la langue. Alors que de l'autre côté, on est sur la somesthésie, le sens du toucher. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est les peaux et peaux et muqueuses. Donc, on n'est pas sur le même organe récepteur, c'est ce qu'on appelle les papilles filiformes dans les sensations tactiles. Donc, on n'est pas sur le même système sensoriel. Et le problème, c'est que dans le langage commun qu'on a tous, on ne fait pas cette distinction. Je vais donner un exemple tout bête, l'astringence et l'amertume, mais je crois que Gabriel en parlera mieux que moi, mais l'astringence, c'est une sensation tactile, par exemple. C'est une sensation tactile, donc on est bien sur une sensation trigéminale, et de l'autre côté, l'amertume, c'est une saveur. Donc on est d'un côté sur des perceptions gustatives, de l'autre côté, on est sur des perceptions tactiles. Et tout ça, ça se passe en bouche. Donc arrêtons de parler du toucher de bouche, parlons du toucher en bouche, qui peut effectivement être appréhendé par le toucher en main. Gabriel, tu nous fais un petit éclairage sur ta définition à toi du toucher, si tu veux bien. Bien sûr, je pense que les termes de Cyril sont assez clairs. Moi, je voudrais aussi compléter sur les dimensions qu'a présenté Cyril, et en particulier à la lumière des tissus qu'il utilise. Les tissus qu'il utilise, Cyril, ce n'est pas seulement des éléments tactiles dans le sens où ils ont des grains différents, des densités de matière différentes, mais aussi le poids de la matière est différent. Quand tu prends un peu de tulle, par exemple, ou un velours, tu vois bien que la densité de la matière n'est pas la même. Le velours, c'est plus lourd, si tu veux, que le tulle, qui est beaucoup plus léger. Ça, c'est un élément qui touche du doigt le fait qu'en bouche, on ne sent pas seulement juste le grain de la matière. Est-ce que c'est granuleux? Est-ce que c'est soyeux? Est-ce que c'est rugueux? Mais on goûte aussi l'épaisseur, la consistance de la matière. Et c'est deux dimensions qui peuvent être disjointes. Il faut pouvoir les séparer. Un vin qui est velouté n'est pas forcément toujours très consistant. Un vin qui est léger et pas forcément sans astringence. Donc, il faut bien dissocier les deux. Le sens du toucher, il faut aussi bien comprendre, c'est un sens qui est très dynamique. Quand on touche un objet, par exemple, je touche ma veste ici, là, pour pouvoir apprécier sa texture et son toucher, il faut que je bouge. Il faut que je bouge ma main dessus. Si je touche mon ordinateur, je vais bouger ma main dessus. Si je touche le mur qui est derrière moi, je vais bouger ma main pour le faire à chaque fois. Et le vin, pour l'apprécier, il faut faire le même geste. Il faut faire le même geste parce que le sens du toucher, c'est un sens qui est très dynamique, qui est actif. Essayer de discriminer le grain d'un tissu sans bouger la main, c'est impossible. De la même manière, essayer de goûter au toucher du vin sans pouvoir plaquer sa langue contre son palais
essayez de déguster avec la langue plaquée vers le bas et vous verrez que vous passez complètement à côté de pas mal d'aspects du toucher du vin. Ce que disait Cyril était intéressant aussi sur l'aspect des tissus qu'il utilise. Peut-être qu'il ira un peu plus dans le détail là-dessus, mais les éléments du toucher qu'il utilise, que ce soit la tulle, le soie, le taffetas, le velours, et j'en passe certainement, parlent aussi à notre main comme à notre bouche en termes de granulométrie. C'est-à-dire que la maille n'est pas la même, si tu veux. La fibre n'est pas la même. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que l'objet qu'on touche en bouche, il a un grain très très fin ou un grain plus grossi. C'est du sable très fin ou du sable très très grossi. En fait, tout ça, ça touche à une chose importante, c'est la présence des polyphénols en bouche qui vont interagir avec notre salive. Notre salive est de base quelque chose qui est très fluide, qui est très lisse, qui glisse beaucoup, qui n'a aucune aspérité. Et dès que les tanins vont interagir avec cette salive, ils vont modifier les propriétés de cette salive et créer des précipités qui vont être de tailles différentes, qui vont créer des petits grains de précipités entre les polyphénols et les protéines de la salive. Et ces grains vont être soit très petits, soit plus gros, soit très très gros. Ils vont être de densité et de forme certainement différentes en fonction de la concentration et même de la nature des tanins. Ça, je crois que c'était une question qu'on t'avait posée aussi. Oui, tout à fait. Ouais. La nature et la qualité des tanins fait qu'on a des agrégats en bouche qui sont différents. Et pour pouvoir en apprécier la matière et justement la granulométrie, il faut bouger. Il faut bouger sa langue sur son palais. C'est vraiment comme ça qu'on va apprécier si c'est un tanin soyeux, si c'est un tanin qui est plutôt rugueux, astringent. D'où la notion historique de mâcher le vin. D'où la notion de mâcher. Alors, mâcher, c'est vrai que on a tendance en France et en culture occidentale à faire peu de mouvements en bouche, à ne pas faire de bruit, à ne pas parler quand on mange et des choses comme ça. Mais vraiment, il faut presque faire l'inverse, dans le sens où il faut essayer d'agir avec sa langue sur son palais pour sentir comment notre salive est modifiée. Là-dessus, d'ailleurs, j'ajouterai un point important, et je vois que c'est des réflexes que parfois on a en dégustation. Je vois souvent des gens qui dégustent, qui prennent une gorgée de vin, et première chose qu'ils font, ils se mettent à grumer. Grumer, c'est intéressant, on a une rétronasale qui est importante, mais quand tu grumes, tu vois très bien que tu te mets dans une disposition dans la bouche qui t'empêche de mettre ta langue sur ton palais. Tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas toucher le vin. Donc il y a des moments de dégustation où on fait un focus sur la rétronasale, on grume, très bien. Il y a un moment, à mon avis, qui doit être spécifique, où on doit justement toucher le vin et le mâcher, comme tu dis, et ces moments doivent rythmer la dégustation de manière importante. Merci Gabriel. À tout à l'heure. Comme d'habitude, très, très clair, très précis. Et je vais vraiment aller je fais juste une petite aparté parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'est une des rares fois où j'entends parler chiffon quand on parle de vin. Petit trait d'humour sympathique, ouais. On va faire de vilain jeu de mots. Pour une fois, on parle des dessous du vin. Tu en parlais. Oui. Alors, plus sérieusement, on va. Tu peux peut-être nous montrer comment on utilise le. Enfin, tu vois, moi que tu veux dire quelque chose, mais comment on utilise. C'est quoi le protocole quand tu utilises ton outil, par exemple? Alors, justement, ce que je voulais, peut-être avant l'utilisation de l'outil, c'est revenir quand même sur qu'est-ce qu'il y a dans le toucher du vin, quoi. Qu'est-ce qu'on peut trouver. Donc, dans le coffret, vous avez en fait 4 jeux d'étoffes comme ça, 4 jeux de 8 étoffes. Et vous avez, parce qu'on n'a pas envie de jouer tout seul, et puis le but du jeu, c'est d'échanger aussi. Bien sûr, c'est de ressentir des choses personnellement, mais vous savez comme moi, le vin, c'est bien, on le partage. Et ben, ces sensations, on les partage, et puis là, forcément, il y en a 4. Donc, ça permet d'échanger ensemble. Alors, après, on a un livret pédagogique qui est avec. Et en fait, dans ce livret pédagogique, on trouve vraiment tout ce que je vais vous dire, tout ce dont je vais vous parler, mais tout en détail. L'idée étant vraiment de donner le mode d'emploi, quoi. Vraiment donner le mode d'emploi très précisément. On parlait tout à l'heure des définitions. Moi, je vous ai donné mes définitions par rapport au toucher, par rapport on peut retrouver tout ça à l'intérieur du guide pédagogique. Je reviens à ce que dit maintenant, avant. On va revenir sur la couleur, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que c'est noir, parce qu'on a fait des expériences en mettant de la couleur sur les tissus, et on s'est aperçu que ça avait une influence. Et qu'on perdait la concordance qu'on avait entre le choix des étoffes et le vin qu'on dégustait. Donc, c'est important de neutraliser la couleur, et donc de rester sur du noir. Donc, on est bien en géosensoriel. Après, les petits numéros, ils sont importants aussi. Parce que quand on travaille avec les gens en formation,
on n'utilise pas le nom des étoffes. Parce que automatiquement, si vous dites ça, c'est de la soie, si vous dites ça, si vous raisonnez comme ça, vous êtes forcément influencé. Et pour vous, la soie, forcément, c'est le summum, c'est la soie naturelle, c'est ce qui est le mieux, etc. Donc, on va être influencé. Le fait d'avoir des numéros, les gens, la première fois, quand on leur donne ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, ah, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et justement, on leur dit, faites l'effort de ne pas intellectualiser, restez sur les numéros. Ouais, c'est comme en dégustation intuitive, quand on rentre dans un vin, c'est pas important ce que c'est, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que ça raconte. Exactement, on est tout à fait d'accord. Donc là, on est aussi dans la pédagogie intuitive. Donc, une fois qu'on est comme les enfants, vous avez ce petit kit-là, la première chose que vous aurez envie de faire, c'est de toucher les étoffes. Et là, je vais rejoindre ce que disait Gabriel, à savoir que, comme en bouche, il vous a expliqué qu'en fait, il y avait 3 façons différentes de déguster, de ressentir de déguster et donc de découvrir ce fameux toucher en bouche. Eh bien, dans les modalités pour toucher, les dimensions pour toucher en fait les étoffes, on en aura 3. On aura les modalités de surface, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va prendre l'étoffe et puis on aura des mouvements de va-et-vient avec les doigts. On peut le mettre aussi sur un support. Et donc là, on aura une première dimension. Modalité de prise avec les doigts. Et là, ce que disait tout à l'heure Gabriel, c'est-à-dire que là, on sera plus sur l'épaisseur, sur l'épaisseur du tissu. On va avoir une vision plutôt au niveau de l'épaisseur, pourquoi pas l'associer à la consistance, bien sûr. Et puis, on aura une modalité de prise en main qui sera plus globale. On va froisser l'étoffe. Et là, on va plus s'intéresser au maillage, au grain. On va s'intéresser à tout ça, la souplesse. Donc voilà, on va avoir ces 3 modalités différentes de toucher et on va utiliser les 3 en fait quand on va goûter le vin. Donc ça veut dire que tu fais ta dégustation un peu en 3 parties finalement. C'est ça. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. On va mettre le vin en bouche, on va essayer de ne pas le sentir. On va se placer en dégustation géosensorielle. Et on va manipuler les étoffes. Mais on est bien d'accord que déjà, on les a manipulées sans goûter avant. C'est important. C'est comme on envide le verre ou voilà. Il y a un petit protocole avant pour se mettre en situation. Et après, vous allez mettre le vin en bouche sans sentir. Vous allez continuer à manipuler les étoffes. Et puis, eh bien, comme l'a dit l'ami Gabriel, eh bien, vous n'allez pas grumer tout de suite. Hein, donc, on grumera dans un deuxième temps. Mais on va essayer de se concentrer, bien sûr, sur toutes les sensations tactiles en bouche. Le fameux toucher en bouche. Et puis, pour faire ce lien, eh ben, tout simplement, vous allez procéder par élimination. Donc, vous allez toucher vos étoffes. Vous aurez besoin d'en goûter plusieurs fois. On est d'accord. Hein, ce que tu disais, Franck, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'à savoir. Ouais, donc en général, si on fait une dégustation, il faut prévoir un magnum par personne, c'est ça? Oui. Ah non, parce que ça fait beaucoup de vin en bouche, donc c'est pas forcément nécessaire d'en avoir beaucoup. Mais en tout cas, on va procéder par élimination. C'est-à-dire que quand vous allez toucher vos étoffes, et on est bien d'accord, vous allez utiliser les 3 dimensions, le froissé étant très très important, vous allez procéder par élimination. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bah non, pour moi, ça c'est pas du tout la 4, ou c'est pas du tout la 6. Et progressivement, vous allez donc choisir 3 étoffes, peut-être de manière assez logique. Vous allez voir qu'en fait, il va vous rester 2 étoffes, voire une. Ça va vous paraître parfois tout à fait logique. Vous allez dire ça, c'est le velours. Parce que pour moi, il y a toutes les caractéristiques du velours. Alors, on ne dira pas le velours, on est d'accord, on dira le 4. Pour moi, c'est le numéro 4. Donc pour moi, c'est le numéro 4. Parce que pour moi, quelles que soient les modalités, je ressens vraiment ça et ça correspond vraiment au velours, à ce que j'ai en main, à mes sensations tactiles en main. Et parfois, par contre, on se dira, bah non. Moi, je suis entre 2 étoffes. J'ai plutôt l'épaisseur du 6 avec la souplesse du 1. Est-ce que tu peux peut-être détailler les 8 étoffes qui composent l'outil? Alors oui, bien sûr. Donc, alors, faut savoir qu'on en a testé plein. Et qu'avec Jordi Ballester, on en a testé plus de 100 différentes. Et en fait, on s'est aperçu, on a affiné au fur et à mesure. Je t'ai dit, on l'a fait sur plein de personnes. Et on a affiné et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des pôles. Confère un petit peu ce qu'on a au niveau de la roue de la texture.
en fait, on a 4 pôles, comme une boussole. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait le pôle nord, le pôle sud, l'est et l'ouest. Et donc, on a l'étoffe numéro 1, la 2, la 3 et la 4 qui seraient en quelque sorte les 4 pôles. Hein, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et puis la 5, la 6, la 7 et la 8 sont des variantes. Donc, en fait, on aurait le nord-est, le sud-ouest, vous voyez. Et donc, on va se retrouver avec en fait 8 touchés différents, donc 8 textures différentes, 8 sensations tactiles différentes. Et ces 8 sensations tactiles, eh ben, on va les retrouver à travers ces 8 numéros que je vais maintenant vous détailler. Donc, vous avez en 1 la soie naturelle. Et je dis bien la soie naturelle. La soie est une matière première au départ, d'origine animale. Donc, avec une sensation tactile, donc c'est très bien que les vins soyeux en bouche, c'est toujours les grands vins. Donc, quand on est sur la soie naturelle, on est sur un grand vin, c'est complexe. C'est à la fois très doux, très souple, très consistant. On est sur quelque chose qui est fluide, mais dans le bon sens du terme. Ce n'est pas la fluidité, parce que là, encore une fois, quand on utilise le terme fluide, on peut l'utiliser de manière dépréciative également. Donc, on a en 1 la soie naturelle. Donc, bien sûr, c'est les caractéristiques d'un vin élégant, fin. On a une qualité tactile remarquable quand on choisit stricto sensu l'étoffe numéro 1. Et qu'on en général, quand on parle de vin soyeux, c'est c'est plutôt bon, quoi. Ah non, c'est pas bon, c'est excellent. D'accord. On n'est pas sur le bon vin, on est vraiment sur le grand vin. Okay. On est vraiment sur le grand vin, avec des vins qui sont très souples, très consistants. Voilà. On a vraiment une texture, une sensation tactile plus qu'agréable. Et donc, en 2, on a le tulle. Alors, le tulle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est sur du polyester, du 100% polyester. Donc, c'est un tissu qui est transparent, qui est vaporeux, qui est formé par un réseau de mailles qui sont régulières. Et là, ces mailles régulières, ça peut être des fils de coton, des fils de lin, des fils de soie, et plus récemment, ça ne vous a pas échappé, des fibres synthétiques. Donc, voilà. Alors, le toucher du tulle, ça a une grande légèreté. Et en fait, c'est souvent des vins, on appelle ça les vins de soif. Les vins où il y a une bonne digestibilité, où vous avez de la fraîcheur. Des vins qui sont à la fois simples, friands et gourmands. Mais ils restent quand même un peu cassants. Et puis surtout, il manque cruellement de consistance, quoi. Donc, et ça, vous l'avez bien dans la modalité. Quand vous touchez en épaisseur, on se rend bien compte que voilà, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pas de consistance dans ces vins-là. Donc, quand on choisit le tulle stricto sensu, on pourrait classer ça dans les vins de plaisir immédiat. Alors, je ne sais pas si je vais faire les 8 comme ça, parce que je vois que le temps… le temps passe, oui. Je vais juste vous dire qu'en 3, c'est la toile de jute. En 4, c'est le velours. On voit bien les 4 pôles. Et en 5, vous avez le taffetas. En 6, vous avez la feutrine. En 7, vous avez le denim. Alors, ce qu'on appelle le denim, c'est le jean. Donc, avec quelque chose de relativement épais, de la rigidité, une certaine rugosité. Mais ce qui est sympa dans le jean, c'est que, comme un bon jean, ça peut s'assouplir avec le temps. Ça peut traduire l'assouplissement des tanins, la garde du vin. Ça peut être aussi intéressant pour ça. Et puis, vous avez le satin en 8. Et là, vous savez que le satin, contrairement à la soie, c'est pas une matière première. Ce qui est intéressant avec le satin, parce que souvent, on hésite entre le satin, et les débutants en particulier, hésitent entre le satin et la soie. Ils ne font pas forcément la différence entre la soie et le satin. Et en fait, le satin, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'intéresser aussi aux sensations thermiques. C'est-à-dire que le satin, il est froid au toucher, alors que la soie, c'est plus chaud. Le satin, c'est très fluide, c'est très doux, mais c'est beaucoup moins consistant que les taffetas ou même que la soie. Donc, tu sais, tout à l'heure, tu me parlais d'un bon vin ou d'un… Voilà, pour moi, le satin, c'est un bon vin, quoi.
C'est un vin dont la texture, elle est bien, mais ça, c'est pas complexe, quoi. Ça manque de complexité. Et donc si on essaye de faire une petite synthèse et après je vais passer parce que j'ai plein de questions que j'ai pas traitées, qu'on va traiter ensuite à la volée. Si je résume un petit peu la philosophie de l'outil, c'est par analogie et par transposition sur le toucher de la main, le toucher de la bouche, on peut arriver à sortir des archétypes, sans que ce soit réducteur pour l'outil, hein, mais des archétypes qui vont permettre la transposition et la compréhension simple d'un concept abstrait dans la matière. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais... Oui, absolument, c'est ça. Ça, en fait, on va décrire les sensations tactiles facilement. Tout le monde est capable de le faire. Pas forcément avec des mots. Là, encore une fois, on le fait avec des matières, on ne le fait pas avec des mots. Donc, quelque part, je suis en train de dire qu'on peut se passer des mots pour décrire la texture d'un vin. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, j'aurais plein de choses à dire là-dessus, mais je vous dirais juste une chose qui est très importante, c'est que les cellules réceptrices qu'on a au niveau de la main, c'est les mêmes que celles qu'on a en bouche. Et ça, c'est intéressant. Parce que finalement, ça donnerait peut-être aussi une justification au fait que la dimension kinesthésique, le fait d'utiliser le toucher en main, ça peut nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre bouche. Voilà. Alors, je vais essayer de répondre aux questions parce qu'il y en a pas mal et du coup, j'ai pas eu le temps de suivre. Il y avait une question sur les viticulteurs qui goûtent la terre, souvent mélangée avec de l'eau. C'est quoi ton avis là-dessus? Qui goûtent la terre mélangée avec de l'eau? Ouais. Écoute, pourquoi pas moi, j'ai fait plein d'expériences comme ça qui peuvent paraître farfelues. Alors, je vais répondre par un autre biais en disant que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, il y a une dizaine d'années, on me traitait de fou. Et puis aujourd'hui, on se dit, tiens, finalement, peut-être qu'il a raison. Et puis les sensations tactiles. Et plus il y a des découvertes, plus on fait des découvertes, plus on travaille sur la texture du vin, et plus on s'aperçoit que finalement, l'outil, il a un sens, il est utile. Donc peut-être parfois, il faut faire des expériences assez bizarroïdes, comme celle que tu m'as décrite, pour faire avancer les choses. Et je dis oui, pourquoi pas, bien sûr. De toute façon, tout ce qui va nous permettre de différencier, d'identifier des sensations tactiles différentes, d'enregistrer ça dans notre mémoire, c'est bon pour nous. Et forcément, ça va nous apporter un plus, forcément. J'avais une autre petite question, c'est combien de temps, selon toi, faut-il pour devenir un bon dégustateur? Voilà. Alors nous, dans les clubs dégustation, on a des débutants complets et on a plusieurs niveaux de dégustation, mais je pense qu'en 4 ans, on a bien compris, on a bien compris la méthode de dégustation telle que nous, on l'enseigne, et on est plutôt sur l'enseignement de la dégustation géosensorielle, vous l'avez bien compris. Je pense que l'utilisation d'outils, par exemple, là, on est capable au bout de 3 ans de plus avoir à toucher, de se passer de l'outil en fait. On n'a plus besoin de toucher les étoffes. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je déguste avec des gens qui ont l'habitude d'utiliser l'outil, on dit, pour toi, c'est quoi? Pour moi, c'est 2 et 4. Et on se parle comme ça. On se dit, pour moi, c'est 2 et 4. Et après, on rentre dans le débat. Pourquoi tu as choisi 2? Pourquoi tu as choisi 4? Etc. Et donc, pour en arriver là, il faut déjà 3 ans. Et un bon dégustateur, oh là 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 là, je ne sais même pas si je suis un bon dégustateur. Je sais reconnaître un grand vin, je sais reconnaître les caractéristiques d'un grand vin, je sais reconnaître les descripteurs qui vont me permettre de dire ce vin-là, c'est un vin de lieu. Donc, c'est un vin où le lieu où a été produit ce vin, il est intéressant. Donc, il y a un terroir derrière. Ça, oui. Mais après, qu'est-ce qu'un bon dégustateur? Voilà la question. Donc, où est-ce qu'on place le curseur? Ouais, je suis d'accord. Il y avait une petite question sur les étoffes. Donc en fait, dans le coffret, tu as 4 jeux de porte-clés avec 8 étoffes. Hein. C'est ça pour répondre à Amandine. Voilà. Ouais. C'est présenté, c'est exactement comme ça. C'est présenté. Voilà. Et on a 4 jeux. 4 jeux de 8 étoffes, c'est exactement ça. C'est 4 jeux de 8 étoffes qui sont identiques, on est d'accord. Et j'ai une autre question, par exemple, qui demande, en fait, est-ce que tu peux donner, par exemple, 1 ou 2 exemples
de grands vins en combinaison de textures. Par exemple, voilà, une tache, un cheval blanc, ou tu vois, par exemple, juste comparer par exemple un Bordeaux, un Bourgogne sur les étoffes que ça peut projeter, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, ce que j'ai remarqué, c'est que par exemple, sur les Bourgognes, les grands Bourgognes, les très grands Bourgognes, les très grands terroirs de Bourgogne, on avait souvent une combinaison qui était de l'ordre 1, donc de toute façon toujours la soie. La soie est une constante. Dans les vins de Bourguignon, dans les grands vins bourguignons, on a toujours la soie. C'est souvent la soie qui sort par mes expériences hein, avec donc, diverses personnes. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est que on choisit toujours les étoffes avec plus d'épaisseur sur le bordelais, ce qui nous paraît assez logique. Parce que forcément, plus d'épaisseur, voilà. Et là, bien évidemment, c'est lié à tout ce que vous savez. Hein. Donc, on n'a pas la même granulométrie, on n'a pas la même consistance. Bien sûr, dans la même appréciation par le fait que, bien évidemment, on est sur des vins beaucoup plus épais. Les vins bordelais. Ceci dit, on peut avoir des vins de Bordeaux qui sont. Je ne suis pas en train de dire que les vins de Bordeaux sont tous des vins épais. Voilà, on peut avoir de l'élégance et de la finesse dans les vins de Bordeaux. Après, si tu me dis les différences entre régions, voilà, c'est souvent ça. Combinaison assez classique, c'est 2 et 4. C'est quelque chose qu'on a assez souvent. 2 et 4, 2 étant le tulle et 4 étant le velours. Donc, souvent, on veut exprimer par là donc un vin qui a une matière qui est plutôt doux. On parle c'est doux, c'est onctueux. Hein. On est sur quelque chose d'à la fois doux, onctueux, mais on a quand même une certaine rugosité qu'on n'a pas dans le velours. Donc, pour exprimer cette rugosité, on va compenser on va pas compenser, on va compléter. Rééquilibrer ou compléter, ouais. Ouais, exactement. Ouais, on va rééquilibrer en fait avec le cul. J'avais une question aussi sur finalement cette dimension tactile du vin. Est-ce que selon toi, et après je demanderai un petit éclaircissement à Gabriel là-dessus, est-ce qu'on l'aperçoit plutôt dans la première impression, le milieu ou la fin de la bouche? Alors ça, c'est super important. Ouais. C'est très très important. Et d'ailleurs, dans le géosensoriel, on a toujours ce souci de différencier les 3 temps. Donc l'attaque, le milieu et la fin de bouche. Donc cette sensation-là, généralement, puisque l'évaluation, elle vient après, donc l'évaluation venant après, finalement, c'est quelque chose d'assez global. C'est l'image qu'on va en tirer des 3 moments. C'est une sorte de synthèse en fait. Une sorte de synthèse, exactement. C'est une sorte de synthèse. Et cette synthèse, ça dépendra des personnes. Il y a des personnes qui attacheront plus d'importance à l'attaque, d'autres qui apporteront. Vous voyez, par exemple, pour moi, l'appréciation tactile la plus importante, c'est la sensation que j'ai en finale. Voilà. Et je sais que pour d'autres personnes, c'est pas le cas. Donc, mais là, on passe dans la dimension intuitive avec la notion comment je pourrais dire ça? Finalement, de différenciation de la perception par chacun et de la connaissance de soi-même. On peut avoir, je vais répondre différemment en disant que par exemple pour l'astringence, c'est souvent quelque chose qui arrive en finale. Donc vous avez cette sensation tactile là en finale et vous pouvez avoir une sensation tactile très très agréable à l'attaque, superbe, avec quelque chose qui peut même déboucher sur un milieu de bouche relativement souple. Et puis après, ça va vous faire une constriction des muqueuses en fin de bouche absolument abominable. Ça va vous assécher complètement le palais. Et donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez éliminer le vin. Enfin, vous allez le juger plutôt négativement. Vous allez l'apprécier négativement. Parce que là, c'est la finale qui primera. Et si la finale est astringente, on élimine, quoi. Gabriel, est-ce que tu peux nous faire peut-être un petit focus sur les perceptions tactiles par rapport au séquençage en bouche, si tu le veux bien? Ouais, alors c'est pas une question évidente, hein, parce que peut-être. Si elle est pas, c'est pour ça que je te la pose. Non, mais pourquoi je dis que c'est pas évident, c'est parce que il y a des composés gustatifs en bouche autres que les tanins qui évoquent des textures.
On sait que l'acidité du vin, et pourquoi je parle de l'acidité? Parce que l'acidité, c'est elle qui attaque le vin. L'attaque du vin se fait sur l'acidité du vin. Et en fonction de la composition en acide que j'ai dans le vin, d'un vin qui a fait sa malolactique ou pas, par exemple, je vais avoir tout de suite une dimension de texture à l'attaque. Alors que celle que je vais avoir en fin de bouche, celle quand le vin est parti, que je recommence à saliver et que je peux goûter finalement plus ma salive que le vin lui-même, et c'est là que je commence à goûter finalement l'interaction du vin avec la salive, là c'est peut-être plus les tanins qui parlent. Donc j'ai envie de dire, à chaque moment de bouche correspond peut-être une lecture d'un élément du vin qui n'est pas le même. Et c'est là-dessus, je dis que c'est pas simple parce que ces temps de dégustation, cette temporalité des éléments en bouche traduit en fait des éléments chimiques qui sont différents. Et c'est là qu'il ne faut pas les mélanger. Il ne faut pas les mélanger. En plus de ça, le vin se transforme. Et le vin se transforme en particulier parce que toi aussi, tu salives. Et ta salive que tu produis n'est pas la même au début, à la fin de la dégustation, n'est pas la même entre différentes personnes. Et même au fur et à mesure, et comment le vin induit une salivation dans ta bouche, ça peut changer tes perceptions. Un vin qui va être très sur l'acidité va induire une salivation peut-être qui va être plus fluide et très liquide. Et des vins qui ont plus d'umami, plus une finale saline, va induire une salivation qui est plus épaisse, qui est peut-être plus soyeuse en tant que telle. Ça, c'est une question que j'ai envie de poser aussi à Cyril, c'est que tacitement, on a envie de penser que l'outil pédagogique que tu utilises s'appliquerait uniquement au vin rouge. Mais certainement pas. À mon avis, il y a une clé de lecture aussi à appliquer au vin blanc, mais toutes les étoffes que tu as ne s'appliquent pas toutes au vin blanc. Et puis, l'autre question liminaire aussi que je voulais te poser, Cyril, c'est quid des vins oranges qui ont aujourd'hui de plus en plus la cote en France et dans le monde entier. Il y a certainement Gabriel, je t'invite plus. À aller là-dedans. Je ne t'invite plus, Gabriel. Je vais répondre rapidement à Gabriel, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je voulais on peut déborder un peu, hein, c'est pas un souci. Je voulais te dire qu'on avait, tu as vraiment parfaitement raison. Je n'ai pas parlé des vins blancs et pourtant, et là où tu as raison aussi, c'est qu'on peut utiliser l'outil avec les vins blancs et que ça marche aussi. Et que bien évidemment, ce n'est pas les mêmes dimensions et que là, on ne sera pas sur l'approche tannique, hein, sur les sensations liées au tanin. J'ai eu la chance de pouvoir tester l'outil à Opus One. Donc on a testé avec les vins d'Opus One en Californie et on l'a testé sur des vins rouges. Et ensuite, la personne qui s'occupe du chai m'a invité le lendemain et m'a dit Banco, j'ai toute mon équipe, j'ai récupéré une vingtaine de vins blancs différents et on va faire l'expérience avec les vins blancs. Et j'avoue que on l'avait déjà fait, nous, avec des vins blancs, et on était convaincus qu'aussi ça pouvait marcher. Et là, on a été bluffés, parce que ça marche aussi avec les vins blancs. Sauf que, et là, il a raison, Gabriel, peut-être qu'il faudrait faire un outil spécifique pour les vins blancs, parce qu'il y a effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait deux étoffes en particulier qui ne correspondaient pas, qui n'allaient pas. Voilà. Donc, je pense que peut-être qu'il faudrait un outil spécifique pour les vins blancs qui sera assez proche finalement. Et le principe serait le même, c'est peut-être juste le fait qu'on changerait juste les étoffes. Et la même chose, j'aurais la même réponse parce que il faut aller vite sur les vins oranges. Quoi. Et j'ai Carole qui demande et les vins effervescents. Alors, les vins effervescents, je l'ai testé sur une maison bourguignonne de Crémant que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Vito Alberti. Et j'ai participé avec eux à une expérience justement là-dessus. Et en fait, ils ont fait deux cuvées différentes, c'est très intéressant. Ils ont fait une cuvée cuir et une cuvée cachemire. Oui. Et oui. Et en fait, ils ont rajouté, parce qu'ils sont très bons en marketing, ils ont rajouté derrière la petite étoffe qui va avec, et donc ils vendent l'étoffe avec pas mal vu. Mais oui, en tout cas, tout ça pour dire que ça marche aussi. Il y en a quelqu'un qui dit papier bulle pour les effervescents. Ouais, elle est pas mal. Ça marche aussi pour les effervescents. Donc ça, j'en suis convaincu. Et là, confère aussi mon ami Célos. Hein, là, il faut aller voir les grands vignerons de terroir en CM Célos. Et puis,
puis Chartogne. Ouais, Vincent Agrapard, etc. Donc, il faut avoir testé leur vin à eux pour voir qu'il y a vraiment une sensation tactile qui est spécifique. Et qu'il y a des grosses différences de sensation tactile d'un champagne à l'autre. C'est énorme. Et puis, tout à l'heure, je n'ai pas fini de répondre à la question et j'ai dit que dans le chat… Oui, et d'ailleurs, il y a une personne qui m'a demandé, Cyril n'a pas terminé, il n'a pas fini sa combinaison numéro 2 des Bourgognes. Oui. Donc, Bourgogne, c'est un 5. C'est soit tafta. Voilà. J'ai une question aussi, quelles sont les étoffes qui ne marchent pas pour les vins blancs? Je retournerai bien la question. À votre avis, vous avez noté les 8? Oui. Vous diriez lesquels? Écoute. Je pose la question à toi, Franck, ou dans le chat si vous voulez répondre. Ça peut être rigolo. J'ai deux Nîmes. Ouais. De Nîmes. La 7, ouais, la de Nîmes, ouais, c'est ça, ouais. En fait, peut-être que ceux qui ne conviendraient pas, je donne un petit indice, hein, mais ceux qui ne conviendraient pas, c'est ceux qui seront où l'importance de la granulométrie par rapport au tanin, voilà, forcément, puisqu'on n'est plus sur l'aspect tannique. Toile de jute. Donc la toile de jute serait un peu hors sujet, effectivement. J'ai la toile de jute le 4, le 7, le 3. Philippe, j'ai pas vu ce qu'il a mis en premier. Il a mis toile de jute et le de Nîmes. Et l'avis de Gabriel là-dessus? Gabriel a disparu. Non, je suis là. J'ai pas d'avis parce que j'essaie de me projeter sur un vin, sur des vins très tanniques. Me dis pas que tu t'es endormi, Gabriel, quand même. Non, mais je me projette dans des vins de schiste, par exemple. Des vins de schiste, allons en Loire, en Anjou-Noir, par exemple, qui sont des vins qui ont une belle astringence quand même si c'est des vins blancs. Je les vois. C'est vrai que je les vois. On pourrait avoir quand même une dimension de toile de jute sur des vins qui ont eu beaucoup d'acide tartrique, par exemple. Et là, je prends des cas extrêmes tu vas me dire que ce n'est pas des vins de terroir, effectivement, mais l'appellation autorise encore, malheureusement, l'acide tartrique pour acidifier les vins. Et un vin blanc qui a été tartriqué, eh ben, ça goûte la toile de jute. Donc là, ça serait un tissu qui a un défaut. Non, même pas, c'est une boîte de trombone. Hein. Non, et moi je trouve que sur les vins blancs, on peut jamais gagner autant d'épaisseur qu'on a sur les vins rouges. Donc pour moi, la densité du velours me paraît être un peu forte du vin blanc. Ouais. Moi, j'aurais éliminé quand même la toile de jute, mais et le velours aussi. Ceci dit, on est en train d'avancer là-dessus. La seule chose qu'on sait, c'est que ça marche aussi et que les gens rentrent bien dans le jeu. On peut utiliser exactement la même méthodologie. Après, est-ce que c'est réellement le même outil avec les mêmes étoffes? J'ai pas la réponse. Pour le moment, on est en pleine recherche là-dessus. J'ai pas la réponse. En tout cas, ça marche malgré tout. Et on sait une chose, c'est que on retombe sur les grands vins blancs, les très très grands vins blancs, les très grands terroirs. On arrive sur forcément sur les mêmes étoffes, c'est-à-dire qu'on revient quand même sur la soie. Et là où je rejoins Gabriel, c'est qu'on choisit rarement le velours. Alors j'ai eu deux questions. Alors après on fera. Vas-y Cyril, pardon. Je t'entends plus, Cyril. Ah, pardon. Là. Ouais. Pardon? Oui, ouais. J'attendais une question, c'est pour ça. D'accord, ok. Oui, du coup, attends, j'ai perdu. Il y a une question sur le grammage des tissus, tiens. Ouais, je ne vais pas rentrer dans ça, vous allez trouver dans le livret. Effectivement, c'est important. Toutes les informations techniques en rapport avec les tissus, vous les retrouverez dans le livret. Mais sachez que, par exemple, d'une soie naturelle, et le choix de la soie naturelle n'a pas été, à savoir, on en a testé quand même pas mal. Le satin, c'est pareil. Vous avez vous avez des qualités de satin différentes. C'est pas serré forcément toujours de la même façon. Et donc là, encore une fois, si vous voulez un outil de qualité, il va falloir choisir des étoffes de qualité.
Alors Donc, j'ai une pas du question. dissuade. J'ai une question. Où est-ce qu'on peut acheter ton coffret, Cyril? C'est pas compliqué. Vous tapez le toucher du vin. Et si vous tapez le toucher du vin, vous allez tomber sur le site où est vendu l'outil, qui s'appelle C'est l'art du vin. C'est l'art du vin. Voilà. Donc, vous Avec le tapez petit jeu de toucher du mots. vin et voilà, vous allez tomber sur C'est l'art du vin. Vous allez dans texture et vous allez tomber sur l'outil. Voilà. Le temps tourne, hein. Alors, je vais déjà remercier. On va pas se quitter tout de suite, mais je vais faire un petit off. Après, je passerai la parole. On va faire une fin comme ça. Et après, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a posé 4 questions hyper techniques, et on va lui répondre. Mais voilà, je veux juste avertir que la suite du webinaire, les 10 minutes qui vont venir, vont être extrêmement techniques. Donc, si vous voulez rester, vous êtes toujours les bienvenus. Avec grand plaisir. On va faire un petit au revoir premier, voilà, pour ceux qui n'ont pas envie de faire de chimie. Et après, on répondra à Laurent Anton qui m'a envoyé un mail il y a 2 jours. Là, donc, je me suis dit, tiens, il y a 2-3 questions où j'étais un peu sec, donc j'ai appelé au secours Gabriel. Je dis, bon, là, Je confirme que les questions sont vraiment techniques. le fer ferreux, fer ferrique, j'ai connu ça dans la case ferrique, mais Et quand j'ai vu les questions, je me suis dit, alors, c'est super, hein, mais le seul problème, c'est qu'on est dans un webinaire où il faut oui, que ça voilà, soit. non, mais moi j'aime bien quand même quand on me pose une question, j'aime bien les défis, j'aime bien y répondre, donc on va le faire. Il y avait peut-être j'ai une petite remarque de Marc qui dit la dégustation est un moment de partage et quel vocabulaire pardon, utilisez-vous pour vous faire comprendre quand vous êtes en dégustation avec des personnes qui ne connaissent pas la dimension du toucher? Ouais. Moi je leur dirais que le vin est bon, quoi, ou qu'il est grand. Alors, par rapport à l'expérience de l'outil, vous avez bien compris qu'en fait, le but du jeu, c'était de se passer du vocabulaire hein, dans un premier temps. Mais après, ce que j'ai pas dit, parce que j'ai pas le temps d'expliquer tout, Il faut en garder fait, un peu de mystère parce que voilà, voilà. on est en train de travailler pour rien dévoyer avec, En fait, pour j'ai rien. oublié de vous dire que derrière, on avait plein d'adjectifs différents. Et en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait se mettre d'accord assez facilement sur 14 adjectifs. 14 adjectifs qui permettent en fait de faire le tour de pratiquement toutes les textures de tous les vins. Donc en fait, c'est pas très compliqué. Et les 14 adjectifs, vous les avez dedans et il y a la définition dedans. Parce que déjà, il faut se mettre d'accord sur la définition du mot. Donc quand on va, dans un premier temps, pas d'adjectifs, dans un deuxième temps, 14 adjectifs, ça suffit. Et en anglais, que 8. Bien. Ouais. Moi, je veux dire on va rentrer dans la question technique dans quelques instants. En tout cas, un immense merci à Cyril pour le temps, à Gabriel qui va encore travailler encore un petit peu après. Moi, je voudrais vous dire une chose, je prends énormément de plaisir à être là tous les jeudis en 15 parce que ça me fait vraiment du bien de parler de vin, de le partager avec vous et de vibrer comme ça, même si on aimerait être tous autour de la table avec tout ça, mais c'est vraiment super chouette. Je vous donne rendez-vous le 14 janvier pour un magnifique webinaire avec Romain Eltis, meilleur sommet de France. Cyril, un immense merci. On se dit juste un petit au revoir comme ça pour ceux qui veulent partir, puisqu'on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique maintenant. Vous pouvez quand même rester, vous êtes les bienvenus. Et un immense merci à Alors, tous d'être là. moi, je voulais vous dire que si vous voulez poursuivre la conversation d'une façon ou d'une autre, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail à l'étoffe des terroirs, puisque vous allez sur le site de l'étoffe des terroirs et vous allez trouver mon adresse mail. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé pour aller un petit peu plus loin. Gabriel, je te pose la première question. Merci à vous tous en tout cas. Oui, Et avant, juste Franck, moi ouais, je voulais juste dis-moi. peut-être pour remercier un peu Cyril aussi de ce travail pédagogique qui est important, expliquer que finalement la question de savoir quand est-ce qu'on devient un bon dégustateur, je pense que c'est le moment où on n'a plus besoin de ces étoffes, le moment où on a décidé que les termes qu'on a appris et qu'on a appris à manipuler, à reconnaître et à discriminer, bah, une fois qu'ils sont dans la tête et qu'on n'a plus besoin d'un support manuel, bah, c'est là on commence à gagner en expertise. Donc, ces outils-là, je vais dire un mot, c'est pas du tout méchant dans ma bouche, mais c'est des béquilles qui sont importantes pour avancer dans la dégustation, mais on commence à devenir bon dégustateur quand on n'en a plus besoin. Et Franck, tu ne me contreviens pas là-dessus, toutes les formes de dégustation que tu enseignes à la Revue des Vins de France Académie,
ce sont des supports qui, à un moment ou à un autre, doivent disparaître, fondre, pour pouvoir gagner en confiance et en plaisir. Ce ne sont que des moyens qui sont humblement au service de la compréhension du vin et du grand vin. Voilà. C'est exactement Mais ça. le sujet reste le grand vin et pas les outils. Je veux dire, c'est comme quand on observe une statue, ben, on observe la statue et l'émotion de la statue. On se rappelle pas du marteau et du burin qu'a utilisé le tailleur. Mille fois d'accord avec vous, hein, pour terminer, mais juste pour rappeler l'importance des outils pédagogiques. Et que je m'aperçois, quand on parle de descripteurs géosensoriels, quand on parle de consistance, quand on parle de souplesse, si on ne fait pas des expériences, si on n'a pas des outils pédagogiques pour pouvoir traduire ces descripteurs-là, les gens ils sont perdus. Et donc, ils vont perdre du temps. Nous, notre rôle à nous, en tant que praticien pédagogue, c'est justement de leur apporter ces outils-là. Bien évidemment, il a raison, Gabriel. Là où on devient bon, c'est quand on peut s'en passer. Et le but du jeu, c'est de pouvoir s'en passer. C'est donc des outils qui vont nous permettre d'aller de A à B. Voilà. Et après, pour aller de B à C, ben, on utilisera d'autres outils. Bon, Gabriel, on avait une question sur le rôle des éléments minéraux dans la perception. À savoir, par exemple, la perception du calcium. Est-ce que ça rend plus amer la perception du fer ferreux en fer ferrique? On rentre dans la technique, mais donc vas-y. C'est des questions importantes, mais qui nous déplacent un peu en termes de focus de l'aspect tactile à d'autres aspects plus gustatifs. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais effectivement, on a une perception de certains ions minéraux qui, du point de vue gustatif, qui sont assez précieux. Et puis, c'est des perceptions parfois qui ne sont pas directes. C'est-à-dire que quand on goûte un goût métallique, par exemple, dans un vin, et c'est le cas justement de vins qui ont été contaminés par une concentration en fer qui est trop forte, ou c'est un goût qu'on reconnaît aussi parfois dans des accords mets et vins qui sont parfois ratés. Typiquement, je prends un certain vin rouge que je sers sur un poisson assez gras. Il y a cet accident qui arrive à tout le monde, c'est de dire ah tiens, mais ça va pas du tout ensemble, servir certains vins rouges sur des poissons un peu gras. Hop, il y a un goût très de poisson métallique qui arrive en bouche. Il y a une raison à ça, c'est que le fer en particulier le Fe2+, c'est un ion qui est capable d'interagir avec les lipides qu'on peut avoir en bouche ou dans l'aliment qu'on a porté en bouche. Et ces lipides, en présence de fer, ils peuvent s'oxyder, ils peuvent générer des composés volatiles qu'on va percevoir en rétronasal. C'est ça qui est assez intéressant dans l'expérience du fer, c'est que le fer, quand tu prends une solution, si tu avais l'occasion de sentir une solution de sulfate de fer, ça n'arrive pas tous les jours comme ça, quand on le sent au nez, on ne sent rien du tout, et quand on l'a en bouche, on a un goût métallique en bouche. C'est quelque chose qui n'arrive qu'en bouche et qui n'arrive pas au nez. Ça, c'est typiquement un exemple de sensation qu'on a uniquement en orthonasal et pas en rétronasal. Pardon, c'est l'inverse, uniquement en rétronasal et pas en orthonasal. Et les concentrations de fer qu'il peut y avoir dans le vin, elles sont assez limitées. Tu vas parler de casse ferrique, Franck, c'est typiquement voilà, un défaut œnologique majeur qui empêche le fer d'être trop concentré dans le vin. À un moment, s'il est trop concentré dans le vin à cause d'un clou qui reste dans une cuve ou de conditions œnologiques qui ne sont pas bonnes, le vin a un gros défaut et c'est tout de suite rédhibitoire. Mais le fer peut être présent à faible concentration. La faible concentration, il va être chélaté à des tanins. C'est pour ça qu'on le trouve davantage dans les vins rouges et moins dans les vins blancs. Et à faible concentration, j'entends par là, on est de l'ordre de quelques milligrammes par litre. À cette concentration-là, le fer n'induit pas de sensation tactile, n'induit pas de sensation gustative particulière. Par contre, on a cette sensation aromatique. Les gens disent un goût, mais en fait, c'est quelque chose qui est volatile, qui apparaît en bouche et qui est un intermédiaire, qui agit par l'intermédiaire d'un liquide. Donc, voilà ma réponse. Tu vois, on glisse du sujet. On n'est plus dans le toucher, là. On est dans les conséquences indirectes qu'un ion minéral peut faire sur la perception aromatique. Que dire des ions minéraux sur l'astringence? Peut-être si on voulait se concentrer là-dessus. Si on a une sensation astringente avec une eau minérale, par exemple, ce n'est pas directement lié à l'eau minérale, parce que les eaux minérales qu'on vend dans le marché, a priori, elles sont bonnes à consommer. Elles ne sont pas là pour induire des sensations astringentes en bouche. Il faut se poser la question de la nature de la salive qu'on a en bouche. La salive qu'on a en bouche, en fonction de sa concentration, de sa densité ou pas, on peut avoir une perception qui peut être astringente suite à certains éléments. Donc c'est plutôt
du côté de la salive qu'il faut chercher en fait. Rappelons que l'astringence, elle n'est que par la présence de salive en bouche. Si on n'a pas de salive en bouche, la plupart des dimensions de l'astringence, on ne serait pas capable de la sentir. Donc c'est cette salive qui est importante. Et je glisse là doucement sur une deuxième question qu'avait posée ton frère. Oui. Les protéines de la salive, je la lis avec toi. Les protéines de la salive sont propres à chacun et peuvent jouer un rôle important dans la perception du toucher. Un toucher un vin peut être asséchant chez quelqu'un et confortable pour une autre personne. Et cette remarque est tout à fait vraie. Et ça, c'est aussi un commentaire peut-être que Cyril pourra compléter. Les perceptions des uns, même s'il a tendance à dire que c'est assez consensuel, parfois, en fonction de certains vins, il y a des vins qui sont, pour certains, complexes et sur le velours. Alors, pour d'autres personnes, on glisse délicatement vers la stringence un peu type toile de jute. Pourquoi? C'est parce que la composition de la salive n'est pas la même chez les personnes. Pour s'en rendre compte, il suffit de poser la question à un enfant de 5 ans par rapport à une personne qui a 50 ans. Vous goûtez le même objet astringent, chez l'enfant, ça va être une grimace, alors que chez vous, il n'y a pas de problème. Typiquement, la composition de la salive chez l'enfant et chez l'adulte n'est pas la même. Et c'est pour ça qu'un composé astringent chez l'enfant peut induire une sensation de rejet. Oh, c'est pas bon, c'est râpeux, alors que chez nous, on trouve ça intéressant. Et oui, c'est ce qu'on appelle la sagesse, non? Alors, c'est ce qu'Aristote aimait dire que c'était la sagesse, parce que derrière ça se glisse finalement à la fois un aspect d'éducation, à la fois un aspect initiatique. Il faut se mesurer à ces choses-là pour les apprendre, et ça demande une expérience. Donc tu gagnes en expérience. Quelque part, il avait raison, dans le sens où c'est en s'habituant à cette saveur-là, à cette sensation-là, qu'on apprend à la reconnaître et à l'apprécier. Pour revenir sur la salive, gardons aussi en tête que la salive, elle change au fur et à mesure de la dégustation et au fur et à mesure d'un repas. Prenez un verre de vin avant un repas ou après un repas, et ce même verre de vin aura des perceptions différentes. Voire de manière extrême, si on goûte une série de 15 vins, par exemple, le premier vin qu'on va goûter, il va vous paraître peut-être un peu dur, un peu justement astringent, un peu raide. Et ce même vin, si on le goûte à l'issue des 15 vins qu'on avait prévus, tout de suite, il va être beaucoup plus souple, beaucoup plus agréable et peut-être beaucoup moins astringent. Notre salive change en fonction justement de ce qu'on a en bouche, de la stimulation qu'on va avoir. Quand je mange, je mastique. Quand je mange, j'ai des éléments gustatifs qui vont stimuler ma salivation, et ma salive va changer de composition. Elle va changer de pH, elle va changer de densité, elle va changer de quantité, et en particulier, elle va changer en composition de protéines. Et donc, si j'ai plus de protéines, je vais peut-être pouvoir mieux résister à l'attaque des tanins qu'il y a dans le vin que je vais avoir. Donc ça, il faut faire attention. À l'entrée d'un repas, et là, je parle au sommelier qui accompagne le client au cours d'un repas, on ne va pas attaquer par des vins très astringents au début d'un repas, parce que c'est trop agressif, et on peut se permettre de les faire un peu plus loin au fur et à mesure du repas, parce que le plat le permet, mais aussi la bouche et la salive permettent. S'y est faite, oui. Exactement. J'ajoute même un point important, c'est que notre seuil de douleur aussi change aussi dans la bouche avec le repas. La bouche qui était peut-être très sensible à des éléments qui peuvent être un peu rugueux, voire douloureux, et c'est le cas de certains composés astringents qui, quand on n'a plus de salive, ça râpe, ça fait mal. Notre seuil de douleur change avec la salivation. À la fin d'un repas, j'ai beaucoup moins mal. Et un composé qui peut être un peu irritant, comme l'éthanol, d'un spiritueux par exemple, peut faire beaucoup moins mal à la fin d'un repas qu'à l'entrée d'un repas. Donc, c'est pour ça que le spiritueux sera peut-être beaucoup plus apprécié en fin d'un repas, parce qu'on a un seuil de perception, une salive et un seuil de douleur qui n'est pas le même par rapport au début d'un repas. Bon, je crois qu'on a bien travaillé, messieurs. On a tout répondu. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Tout, absolument. Cyril, je te laisse un petit mot de conclusion. Gabriel, un grand merci d'être venu. Je te laisse un mot de conclusion, Cyril. Moi, je vous fais un immense bisou à tout le monde. Passez des bonnes fêtes, buvez des bonnes quilles. Éclatez-vous. Et Cyril, je te laisse le mot de la fin. Alors, je voulais dire un grand merci à Franck déjà pour ton invitation. Et deuxième chose, j'étais vraiment ravi d'avoir Gabriel ce soir avec toujours cet éclairage pertinent. On a vraiment besoin des neurosciences, on a besoin de toi pour faire évoluer les choses, pour inventer cette autre voie. On est en train d'y travailler aussi avec Franck, qu'on appelle nous géopolissensoriel, GPS, on en parlera, c'est encore autre chose. C'est où on a perdu le chemin.
Ouais, c'est ça. Mais pour terminer sur ce que tu disais, ce qui me frappe toujours, c'est qu'il y a des gens qui trouvent la sensation tactile toile de jute, qui choisissent la toile de jute et qui trouvent ça extraordinaire. Pour eux, c'est pas du tout dépréciatif, quoi. C'est vraiment quelque chose de super agréable pour eux. Je vais faire l'analogie en musique. J'ai un ami, il enregistre tous les bruits de métro, les bruits négatifs, tout ça. C'est un courant qui s'appelle le courant noise. Et il écoute Nosy, il écoute ça et lui, ça le calme. Ça le calme. Moi, j'écoute ça 1 minute, c'est insupportable pour moi. Donc voilà, là, on est un petit peu sur le. C'est juste pour terminer, pour montrer la diversité finalement de nos jugements et la diversité de nos attentes. Donc ça qui fait que c'est on bon. ne sera jamais d'accord sur le grand vin. Ce que c'est qu'un grand vin. On n'a pas besoin d'être d'accord, hein, parce qu'autrement, on boira tous les mêmes bouteilles, puis on va vite, il ne va plus y en avoir assez. Ouais, ouais. Bonne soirée à tous. Merci à vous tous. Merci Gabriel, merci Cyril et merci de votre fidélité. Au revoir à tous. À vous les studios Cognac G. Salut. Salut. Salut.